Je voudrais parler de la question israélo-palestinienne en ce vendredi 7 novembre 2014. Je rebondis d'ailleurs sur une émission qui a eu lieu sur France Culture ce matin, fin de matinée. Mon analyse actuellement est la suivante. Le problème vient du vote de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947. Je précise entre parenthèses que je suis né le 1er décembre 1947. C'est anecdotique. Et je pense qu'il y a dans ce vote un défaut originel. J'en rappelle un certain nombre de principes, à savoir que l'on va attribuer, propose la résolution, que l'État juif sera constitué dans les régions où la population majoritaire est juive, et l'État arabe, au sein de cette entité palestinienne, géographiquement je veux dire, sera constitué sur la base des régions palestiniennes, Palestine en s'entend à l'époque comme comprenant l'ensemble du territoire du mandat britannique sur la Palestine, c'est-à-dire y compris Israël, qui ne s'appelait pas encore Israël d'ailleurs. Et donc les régions majoritairement musulmanes, au niveau de leur population, seront affectées à un État arabe. Voilà le principe. Ce qui arrive, alors c'est un principe qui est tout à fait contestable, parce que les Juifs à l'époque, c'est un foyer, enfin je veux dire, c'est un concept d'un lieu qui est voué à recevoir les Juifs du monde entier. C'est donc une idée tout à fait nouvelle, qui est déjà en germe en 1920-22, lorsque le mandat sur la Palestine est attribué au Royaume-Uni. Foyer juif pour recevoir, pas uniquement pour gérer la population locale, déjà présente. Et à partir de ce moment-là, comment se peut-il qu'en 1947, on ait décidé que certaines régions étaient de facto majoritairement avec une population de croyances, de religion musulmane, alors que, précisément, le processus d'immigration des Juifs vers cette région-là était en cours et était censé se développer. Alors, le modèle qui a été proposé, en tout cas qui s'est imposé, c'est celui qui a été accepté, qui avait été en vigueur dans d'autres régions. On pense au Pakistan, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc juste avant, a été constitué par une sorte de partition du nord de l'Inde initiale, l'Inde qui était sous domination britannique, comme pour la Palestine. Et donc, on a décidé que la partie qui était le plus peuplée au niveau de la religion musulmane constituerait le Pakistan, c'est-à-dire l'Inde musulmane. Et que le reste, ça serait l'Inde hindoue. En Irlande, c'est plus ou moins aussi ce qui s'est constitué, à la même époque, en tout cas. C'est-à-dire que le nord de l'Irlande, l'Ulster, majoritairement protestant, resterait au sein du Royaume-Uni, et le sud de l'Irlande deviendrait un État autonome qui est devenu l'EIRE, dont la capitale était Dublin, alors que la capitale de l'Ulster, c'est Belfast. Les comparaisons entre le cas pakistanais, le cas ulstérien et le cas palestinien sont extrêmement douteuses. Parce qu'elles ne fonctionnent pas sur les mêmes bases. Elles ne s'inscrivent pas dans le même type de projet.
en Inde, il ne s'agit pas de prévoir une immigration vers l'Inde de population diasporique. Il s'agit de gérer une situation qui est là de facto, qui est déjà en place. En Irlande, il en est de même. En revanche, dans le cas de la situation de la question palestinienne de l'époque, c'est tout à fait différent. Donc là, il y a une erreur majeure. Une erreur majeure qui est d'ailleurs venue, d'une certaine façon, aggraver une situation qui pouvait être regrettable. C'est-à-dire que pendant la période, ce qu'on appelle du Yishuv, pendant la période qui va des années 1920 à 1940, les Juifs ont peu peuplé de facto certaines régions de la Palestine. Ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs la Cisjordanie, mais pas uniquement la Cisjordanie, puisque la question de la Galilée s'est posée également. La région de Nazareth, etc., qui est aujourd'hui considérée comme une ville très fortement à population musulmane, devait normalement figurer dans le plan de partition en faveur des musulmans. Bon. La guerre en a décidé autrement, comme elle a décidé autrement du statut initial de Jérusalem qui devait être internationalisé au regard de la décision de l'Assemblée générale de 1947. Alors effectivement, les instances juives, l'agence juive pour la Palestine, comme on l'appelait à l'époque, n'ont pas suffisamment encouragé l'installation de juifs dans les régions qui paradoxalement étaient historiquement les plus marquées au niveau biblique, comme Hébron, et même comme Jérusalem à la limite, et comme d'autres villes qui sont mentionnées dans la Bible, comme Jéricho, comme Shrem, etc. Donc, paradoxalement, on se retrouvait avec les régions les moins juives attribuées à un État juif, comme les régions côtières. Tel Aviv, il n'y a aucun souvenir biblique de propos de Tel Aviv, pour des raisons d'ailleurs qui sont dues au fait que ça n'existait même pas. Donc, alors la raison pour lesquelles ces régions côtières ont été surinvesties par les Juifs, c'est justement qu'elles étaient côtières et que il fallait donc se mettre en position d'accueillir des navires, parce qu'à l'époque on était quand même dans les navires, des navires venus déverser leur contingent de population juive. Donc il fallait maîtriser les ports, c'est ce que j'ai fait. Donc l'État israélien, il s'est trouvé constitué ainsi, c'est un État portuaire. Depuis Haïfa jusqu'à Yafo ou Ashkelon, etc., c'est un État portuaire. Bon. Donc la dimension portuaire l'a emporté sur la dimension biblique. Alors évidemment, ça a des conséquences. Mais cela dit, ce n'est pas une raison suffisante pour que ce critère de domination religieuse des uns ou des autres constitue un critère politique et territorial. Ce mélange du religieux et du territorial, qui est à la base de la diplomatie britannique de l'après-guerre, tant en Inde qu'en Irlande et probablement ailleurs, puisqu'on a aussi l'exemple des rapports entre la Turquie et la Grèce, qui ont été également extrêmement complexes. À un moment donné, il a fallu carrément des mouvements de population. Mais c'était peut-être pas une mauvaise solution non plus. Dans le cas en question, il aurait été préférable, probablement, d'envisager des mouvements de population. Plutôt que de faire cette cote mal taillée, consistant à dire, écoutez, quand dans une ville il y a plus de juifs, on garde ça comme étant faire partie de l'État juif, et puis quand dans une autre ville il y a plus de musulmans, ou plus de je sais pas quoi, dans d'autres critères, comme la Grèce, où c'était les orthodoxes. Bon. D'abord, premièrement, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que cette région. Alors il y a des villes ceci, des villes cela.
c'est globalement la région, c'est telle ville qu'il est ou telle ville qu'il n'est pas. Tout ça, c'est la politique de gribouille. Aujourd'hui, nous payons les atermoiements et les ambiguïtés de ce critère britannique. Décidément, les Britanniques ont eu un effet bien désastreux sur toute la situation depuis le début du XXe siècle. Parce que ce sont des critères qui ne tiennent pas debout. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de cette configuration tout à fait spécifique de cet État hébreu à naître, qui va se développer et qui est censé recueillir et accueillir. Alors maintenant, l'État israélien, alors il faut bien reconnaître aussi une chose, c'est que on n'avait pas prévu non plus la guerre des 6 jours. Alors, la guerre des 6 jours est venue mettre fin à un certain deuil. Les Israéliens, entre 48 et 67, avaient fait le deuil de la vieille Jérusalem, avaient fait le deuil du mur de lamentation, avaient fait le deuil de la Cisjordanie. Bon. Mais vient malheureusement cette affaire qui est le propre, dont la cause est évidemment, la responsabilité vient des Arabes, n'est-ce pas? Vient notamment de Gamal Abdel Nasser, qui menaçait en 67, pour des raisons qu'on expliquera, qui menaçait, etc. Bon, il se trouve qu'il y a eu aussi l'affaire de Suez, où les Israéliens avaient déjà envahi le Sinaï, ils ont été obligés de s'en retirer. Donc il y a 56, c'est quand même le préalable, quelque part, un précédent par rapport à la guerre des 6 jours, 11 ans plus tard. Donc, il y avait déjà quelque chose au niveau territorial qui était en train de bouger. Et évidemment, quand Israël s'est retrouvé en possession, en tout cas occupant, comme on disait à l'époque, les territoires, on appelait ça les territoires occupés, avec cette fameuse polémique sur les territoires ou des territoires occupés, etc. Eh bien, ma foi, évidemment, l'idée d'un grand Israël, c'est ce qu'ils ont parlé, enfin, l'idée d'un Israël qui serait en pleine possession du territoire qui aurait dû lui être attribué, a refait jour. Si ce n'est que, évidemment, il y avait toute cette population arabe localement, sans parler de la question de Gaza, qui a été contrôlée d'ailleurs par l'Égypte, si je me souviens bien. Et évidemment, là, le problème s'est à nouveau reposé 20 ans après la déclaration, la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de 1947. Donc cette espèce de statu quo, plus ou moins, aura duré 20 ans. Et puis après, bon, on n'a pas renégocié les choses comme il fallait, et on est entré dans une sorte de spirale de colonisation qui se produisait dans la région cisjordanienne, qui correspondait à une sorte d'acte manqué, c'est-à-dire de ce qui aurait dû être fait bien avant la Seconde Guerre mondiale. Parce que n'oublions pas encore une fois que l'État juif, s'il a été déclaré, s'il a été reconnu et affirmé par la déclaration de l'ONU de 1947, il était déjà en place sous des formes embryonnaires, autour notamment de ce qu'on appelait l'agent juif pour la Palestine, qui était une sorte de gouvernement, en réalité, de ce foyer juif. Et donc, en fin de compte, c'est une politique qui est déjà en place depuis les années 1920, pour ne pas remonter plus haut. Et donc, ce que l'agent juif pour la Palestine aurait dû faire, c'est-à-dire bien répartir la population juive, la démocratie juive, dans l'ensemble de la région. Et je rappellerai entre parenthèses que déjà il y avait une partie en 1922, je ne sais pas combien, de la Palestine, au-delà du Jourdain, qui avait déjà été donnée pour faire un royaume de Jordanie, de Transjordanie. Donc il y avait déjà eu une première partition. Et c'est ça aussi un autre scandale, c'est que non seulement on a fait une première partition dès les années 20 d'une partie du mandat palestinien au-delà du Jourdain,
Mais en 1947, on demande une deuxième partition à l'intérieur même de la Cisjordanie, le mot Cisjordanie normalement couvrant la totalité de la région allant du Jourdain à la mer Méditerranée. Dans le principe Cisjordanie, ça n'y a pas de raison, ça s'arrête à quel endroit. Aussi, il y a preuve de linguistique, de langage, de terminologie. Donc, voilà, nous avons une situation extrêmement confuse, qui a été évidemment aggravée encore par d'autres facteurs, mais l'arrivée, on a bien vu qu'effectivement, l'immigration juive ne s'est absolument pas arrêtée en 1947, c'était d'ailleurs pas le but, qu'elle a continué, ne serait-ce qu'avec l'arrivée massive des juifs, comme par hasard, des juifs venant des pays du monde arabe, aussi bien du Maghreb que de Machrek. Donc il y avait déjà une sorte d'échange de population, puisqu'il y avait des juifs qui quittaient le monde arabe. On aurait pu imaginer qu'il y ait des juifs, des arabes, des musulmans qui quittent la région palestinienne. Et puis, je terminerai en rappelant mes autres thèses, à savoir que cette région du littoral qui va du Liban jusqu'au sud de Sinaï est une région qui a des relations spécifiques et privilégiées avec l'Europe, ne serait-ce qu'au niveau de la question des croisades, ne serait-ce qu'au niveau de Jérusalem. Bon, les croisés, vers le XIe siècle, étaient extrêmement présents, notamment avec les Français, les Anglais et puis éventuellement les Allemands dans cette région. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait la rattacher à l'Union européenne. C'est autre sujet. Non, donc il faille rattacher cette région. Maintenant, quelles sont les limites de cette région? C'est la question qui se pose. Il y a un conflit entre le Liban et la Syrie, comme il y a un conflit entre Israël et la Palestine. C'est-à-dire qu'on est dans des régions de confins, où s'arrête la présence. Bon, et à mon avis, de facto, on va vers une espèce de consensus sur l'idée qu'on a une bande côtière de, je sais pas moi, de 100 ou 200 km qui va être réservée pour le monde judéo-chrétien, et au-delà, on sera dans le monde arabe. Bon. Maintenant, voilà. Alors, est-ce que le Jourdain constitue une frontière? Oui, on aurait pu l'imaginer. Le Jourdain constituerait la frontière entre le monde arabe et le monde judéo-chrétien. Et c'est ce principe même qui a été bafoué de facto par le vote de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947 à New York.